Il est 22 h, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux faits. Le Premier ministre reçoit le directeur régional du PNUD pour les pays arabes. Et le Nigeria donc célèbre la gendarmerie célèbre la victoire à la Corniche. Et la Turquie lance une opération coup de poing à Idlib en Syrie. Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce matin dans son cabinet le directeur régional du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD pour les pays arabes, Mourad Wahba, en poste depuis novembre 2016. Cette rencontre s'est déroulée donc en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil, et de la représentante résidente du PNUD à Djibouti, Barbara Mandi. Pour nous en dire plus, Asma Oubaker est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Asma. Bonsoir. Alors sur quoi ont porté les discussions entre les deux responsables? Eh bien, le directeur du bureau régional du PNUD a remercié le Premier ministre pour son accueil et a indiqué que c'est la première fois qu'un responsable du bureau régional visite le pays. Il a par ailleurs remercié les autorités djiboutiennes et l'ensemble de la population pour leur accueil et leur solidarité envers les réfugiés yéménites et a exprimé sa volonté de faire de son mieux pour assister le gouvernement djiboutien pour faire face aux problèmes humanitaires. Le haut fonctionnaire des Nations Unies a ensuite évoqué le soutien de son organisme au gouvernement djiboutien pour asseoir un développement durable. Cela passe d'abord par l'éducation, a-t-il dit, la formation et la lutte contre la pauvreté. Il a en particulier félicité le gouvernement djiboutien pour son engagement en faveur du plan cadre des Nations Unies pour le développement. Ceci démontre, a-t-il dit, la bonne coordination entre le gouvernement et les agences onusiennes. Pour sa part, le Premier ministre a assuré donc son hôte de son soutien et de celui du gouvernement pour faciliter le travail du PNUD dans le pays. Il a rappelé aussi que le système des Nations Unies joue un rôle important dans les processus de développement économique et social du pays. Il a enfin indiqué que le flux des réfugiés ne cesse de croître, ce qui pose de sérieux problèmes humanitaires et sociaux et nécessite davantage, Ahmad, d'aide humanitaire aux réfugiés. Merci Asma pour ces précisions. Toujours nouvelle nationale, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, a reçu ce matin au cabinet donc l'ambassadeur de la République d'Arabe d'Égypte à Djibouti, Ahmed Adil Soubhi. La rencontre s'est déroulée en présence du colonel Youssouf Rayad Guelleh. Le ministre et le diplomate ont évoqué l'état des relations bilatérales djibouto-égyptiennes. Ils ont discuté également des voies et moyens susceptibles de consolider davantage les liens d'amitié et de coopération unissant les deux pays frères. Et enfin, M. Ahmed Adil Soubhi s'est félicité donc de l'excellent accueil que le ministre de la Défense lui a réservé à lui et à sa délégation. Et dans le cadre de sa mission de travail à Djibouti, une délégation de l'association des armateurs japonais s'est rendue ce matin auprès du ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, pour une visite de courtoisie. La délégation japonaise est en mission donc pour visiter la base d'autodéfense du Japon et profite également de l'occasion pour rencontrer les autorités du pays et s'informer des opportunités d'investissement dans notre pays. Le ministre de l'équipement et des transports a souhaité la bienvenue à la délégation japonaise accompagnée donc par l'ambassadeur du Japon à Djibouti. Le Japon possède la seule base militaire hors de son pays à Djibouti et participe activement à la lutte contre la piraterie en mer Rouge, dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Les discussions étaient cordiales et franches entre les deux parties, reliées donc par des fortes relations de coopération. Après la rencontre avec le ministre, la délégation japonaise devait donc visiter les infrastructures à Djibouti. Et effectivement, donc, la délégation d'armateurs japonais a procédé donc, après la visite après la rencontre avec le ministre de l'équipement et des transports, à une visite de prospection au port multipurpose de Doralé. Et conduite par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai, chairman de l'association des armateurs japonais. Cette délégation donc a été accueillie par le directeur général du port, Saad Omar Guelleh. Durant la rencontre a été évoqué donc de nombreux projets d'infrastructures à Djibouti, notamment celles liées à la réhabilitation des infrastructures routières et la nouvelle liaison ferroviaire devant enrichir les connexions offertes par la République de Djibouti. A été aussi évoqué les opportunités
projet de coopération entre la République de Djibouti et les grandes lignes maritimes japonaises et spécialisées dans le transport de véhicules. La venue de cette association des armateurs japonais. Donc ils sont venus à Djibouti pour remercier toutes les personnes qui contribuent pour les opérations contre piraterie. Alors grâce à eux, ils peuvent faire leurs opérations ici, maritimes. Et en même temps, ils sont venus pour visiter le port de Doralé et Djibouti, pour avoir quelques opportunités des affaires. Donc c'est pourquoi aujourd'hui ils ont visité le port et discuté avec M. Saad pour rechercher les opportunités. On espère bien parce que ici c'est l'endroit très important et c'est le hub des transports régional, international. Sûrement qu'ils comprennent bien les armateurs japonais et aussi cette importance de port. Donc on espère bien qu'ils reviennent pour commencer. Et de son côté, le directeur général du port, Saad Omar Guelleh, a souhaité donc tout d'abord la bienvenue à la délégation japonaise. Ainsi, le directeur général donc les a éclairés sur les opportunités d'investissement dans les infrastructures de notre pays. Il a évoqué dans son intervention que la République de Djibouti a développé donc davantage ses infrastructures portuaires. Il a expliqué également la délégation japonaise que Djibouti dispose avec sa stratégie dans la région des opportunités qui permettent de bien relier les échanges commerciaux et de créer une coopération bilatérale avec les pays développés et en voie de développement. Le directeur général du port a conclu donc ses propos en indiquant que la République de Djibouti est en train de réaliser des projets d'infrastructures, notamment celles liées à la réhabilitation des infrastructures routières et la nouvelle liaison ferroviaire devant enrichir les connexions offertes par Djibouti. A été aussi donc évoqué les opportunités de coopération avec ces grandes lignes maritimes spécialisées dans le transport de véhicules. En nouvelle nationale toujours, les activités de célébration de la Semaine nationale de l'enseignant se poursuivent dans les différents établissements du pays. Et après les écoles de Balbala 3, Balbala 9, Tour Usbo, jeudi dernier, la fête battait son plein aujourd'hui dans plusieurs établissements, à commencer par l'école d'application annexe 3, celle de quartier 7 bis et le collège d'enseignement moyen de Rodan 2. Et conformément au thème de l'année, une école intelligente, des enseignants autonomes et innovateurs, les enseignants donc font preuve d'imagination pour célébrer à leur manière la semaine qui leur est dédiée. À l'école de quartier 7 bis, les enseignants avaient l'âme poétique et lyrique. Ils ont déclamé donc des vers bien sentis pour sonner la mobilisation et rendre hommage aux plus beaux et aux plus nobles métiers du monde. Et ce, pour le plaisir des officiels venus participer à la fête. Lula Ali Elabé, directrice de l'enseignement public, a saisi l'occasion pour saluer donc le travail des enseignants dans leur établissement. Madame Lula a aussi lu devant ses enseignants et la directrice d'école le message du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud. Et dans le même temps, une seconde délégation conduite par Issa Kamil Mohamed, chef de service des langues nationales, s'est rendue successivement dans les établissements de Rodan 2 et de l'école d'application annexe 3. La délégation a reçu un accueil digne de son rang, puis les officiels ont pris le temps d'échanger avec les inspecteurs des circonscriptions, les chefs d'établissement et les enseignants à la fois donc sur le thème et les activités prévues à l'occasion de la journée. À noter que la journée fut riche en activités avec au menu des animations culturelles et des sketchs et des poèmes déclamés en l'honneur et à la gloire des enseignants. Durant toute la semaine, allant du 5 au 12 octobre, les différentes donc circonscriptions de l'enseignement de base ainsi que les établissements de nouveaux moyens et secondaires poursuivront leur célébration en présence des officiels et des hauts cadres et responsables du MENFOP.
Et le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu donc ce matin dans son cabinet la visite de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Abdallah Al Daoud, dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays frères. La situation de l'enseignement privé arabisant dans le cadre de la coopération djibouto-saoudienne dans l'éducation et l'entretien des écoles ont été au cœur des échanges lors de cette rencontre inédite. Le ministre a remercié le Royaume saoudien pour ses apports réguliers au MENFOP et sa participation à l'éducation des enfants dans ces établissements depuis l'indépendance de notre pays. Et à la fin de cette rencontre de haut niveau, les deux parties se sont promis de tisser davantage des liens fraternels entre la République de Djibouti et le Royaume saoudien. L'ambassadeur a indiqué donc que la volonté du Royaume saoudien était d'accentuer le partenariat. Il a souligné aussi donc que les établissements saoudiens à Djibouti sont satisfaits de la coopération avec le MENFOP et sont en parfaite harmonie avec la nouvelle donne sur l'amélioration des enseignements apprentissages en vigueur dans l'école djiboutienne. Autre nouvelle du pays, formation des jeunes à l'entrepreneuriat. Jeunes, créez votre entreprise. C'était donc le message de l'ANEFIP, institution en charge de l'insertion des jeunes sur le marché du travail, a adressé donc ce matin à l'endroit des jeunes à l'ouverture d'un atelier de formation. Ce message est adressé surtout aux jeunes qui ont achevé donc leur cursus universitaire et qui sont à la recherche d'un emploi. L'INAP a baptisé cette formation Caravane de l'entrepreneuriat. Elle a été placée sous l'égide du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié. Outre le ministre, ont également pris part au lancement de cet atelier le représentant de la mairie de Djibouti, le représentant de l'EDC ainsi que le directeur général de l'ANEFIP, Hussein Ismail. Et dans son allocution, le ministre a rappelé que la lutte contre le chômage est la priorité du gouvernement et du président de la République. Et selon le ministre, la prise en charge donc des jeunes et leur avenir à travers l'entrepreneuriat est une belle alternative. Le ministre a estimé que cette initiative tendra donc à résoudre les problèmes de chômage qui est préoccupant. Il a donc encouragé les jeunes à profiter de cette formation, précisant que les meilleurs projets seront appuyés financièrement. Cette caravane de l'entrepreneuriat va se poursuivre toute l'année durant. Elle est organisée par l'ANEFIP en partenariat avec l'EDC, l'USAID et la mairie de Djibouti. Il s'agit là d'aider les jeunes à créer leur propre petite société et de proposer leur business plan qui soit bancable ou capable de bénéficier d'un crédit bancaire. Et pendant 2 semaines, les jeunes sélectionnés par la commune de Balbala, mis à la disposition de la mairie et de l'ANEFIP, recevront la formation approfondie dans le domaine de l'entrepreneuriat, afin de monter leur propre entreprise. Présidée par l'honorable député Aïcha Dabarguélé, la commission des affaires étrangères s'est réunie donc ce dimanche dans la salle de commission de l'Assemblée nationale afin d'examiner 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi numéro 193 portant ratification de la Convention du travail maritime, projet de loi numéro 194 portant ratification du protocole relatif à la Convention sur le travail forcé et un projet de loi numéro 195 portant ratification de la Convention arabe numéro 8 sur la liberté et droits syndicaux. Lors de cette commission, les projets de loi supracités étaient donc défendus par le ministre du Travail chargé de la réforme d'administration, Hassan Idriss Samrié, et après examen, les honorables députés ont donné un avis favorable à ces textes pour leur adoption lors de la prochaine séance plénière. En nouvelle nationale, toujours un atelier sur la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux s'est ouvert ce matin au Sheraton Hotel. Cet atelier organisé donc par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement durera 4 jours. Il permettra aux participants de réfléchir sur la mise en œuvre des conventions débattues dans 3 villes européennes, notamment à Bâle en Suisse, à Rotterdam aux Pays-Bas et à Stockholm en Suède, pour gérer ces matières nocives à la santé de l'être humain et dévastatrices pour l'environnement. Et la quarantaine de participants à cet atelier de formation viennent de tous les secteurs, qu'il s'agisse
s'agisse des ministères, des responsables des douanes ou des zones portuaires, de la société civile ainsi que les opérateurs économiques du secteur privé qui peuvent faire transiter des produits dangereux. La Convention de Bâle est un traité international donc conçu afin de réduire la circulation des déchets dangereux entre les pays. Il s'agit là donc en particulier d'éviter le transfert des déchets dangereux des pays développés vers les pays en voie de développement. Pour nous en dire plus, Asma, alors peux-tu nous donner quelques éclairages sur ces conventions ou traités sur les déchets toxiques, chimiques ou industriels, quand nous savons ce qu'on balance notamment dans les eaux somaliennes? Oui, alors d'abord, maintenant on va parler de la Convention de Bâle. Elle a pour but de réduire au minimum la quantité et la toxicité des déchets produits et d'aider les pays en développement à gérer de façon raisonnable les déchets qu'ils produisent, nocifs ou pas. Eh bien, cette convention vise 3 grands principes. En premier, elle réduit les mouvements transfrontaliers des déchets dangereux, réduire également au minimum la production des déchets et enfin interdire leur envoi vers les pays n'ayant pas les moyens d'éliminer les déchets dangereux de façon écologique rationnelle. La Convention de Bâle est entrée en vigueur le 5 mai 1992, mais beaucoup de pays ne l'ont pas encore ratifiée. Quant à la Convention de Stockholm, elle porte sur les polluants organiques persistants. La Convention donc est entrée en vigueur en mai 2004 sur 180 États membres. Seulement 152 pays dont Djibouti l'ont signé. La convention a des conséquences financières importantes pour les pays en voie de développement, notamment pour le remplacement des POP, donc les polluants organiques persistants, par d'autres produits, l'élimination adéquate des stocks et la rénovation des installations industrielles. La Convention assure toutefois, Ahmed, à ces pays une aide technique et met à disposition des moyens financiers dans le cadre du Fonds pour l'environnement mondial. Enfin, la Convention dite de Rotterdam, elle est défendue par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle offre la possibilité pour un pays de décider quels sont les produits chimiques ou pesticides dangereux qu'ils veulent bien recevoir ou alors de refuser par mesure de sécurité. Elle encourage le partage des responsabilités et la coopération entre les pays signataires dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques très dangereux, notamment certains pesticides et certains produits chimiques industriels. Merci Asma pour toutes ces précisions. Et cet atelier donc de formation, rappelons-le, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dine Abdel Omar, a pour principal objectif de sensibiliser donc les responsables sur cette problématique et de leur faire comprendre qu'ils disposent d'instruments juridiques pour éviter que nos pays deviennent les poubelles ou des charges des pays industrialisés. Nous écoutons le secrétaire général. Il consiste à offrir une gestion saine et écologiquement rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux. Tout produit chimique libéré dans l'environnement risque de se retrouver à un moment ou à un autre de son cycle dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons ou dans les aliments que nous consommons. Ces dernières années, notre pays connaît un essor économique significatif qui se traduit par le développement des infrastructures économiques telles que les ports, les aéroports et les industries. Ce développement économique a pour corollaire l'augmentation des substances chimiques fabriquées, importées. C'est dans ce contexte que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a sollicité le soutien du secrétariat des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm pour la mise à disposition d'une expertise et d'un appui et a pour objectif principal de renforcer les capacités nationales en matière de mise en œuvre de ces conventions et de gestion des produits chimiques et des déchets dangereux. L'association djiboutienne d'évaluation, l'ADE, a organisé ce matin un atelier de formation sur le thème l'évaluation donc des programmes et des projets à Djibouti au Palais du Peuple. Cet atelier donc est organisé en partenariat avec le commissariat au plan chargé des statistiques et l'association québécoise de l'évaluation. Cette formation qui doit durer 2 jours a pour objectif de contribuer au développement de l'expertise et le savoir-faire du pays dans le domaine de l'évaluation afin de fournir au gouvernement, à la société
et aux partenaires développement un soutien technique pour le futur. Le séminaire sur l'évaluation a été animé donc par le professeur Pernell Smith, évaluatrice canadienne et expert international en la matière. Cet atelier a regroupé plusieurs personnes, dont le président de l'association djiboutienne d'évaluation, Ali Mohamed, le commissaire au plan chargé des statistiques, Amarri Ali Saïd, des représentants des agences onusiennes et des représentants des différents départements ministériels concernés. Une première étape vers l'amélioration des connaissances et le renforcement des capacités techniques d'experts, les outils et les techniques de collecte et d'analyse de données quantitatives pour la conduite d'évaluation qualitative. Enfin, je souhaite que cette formation atteigne pleinement ses objectifs et soit une opportunité pour les participants d'améliorer leurs connaissances en matière de l'évaluation. Et pour sa part, donc, le commissaire au plan chargé des statistiques, Amarri Ali Saïd, il a rappelé donc l'importance que revêt cet atelier de 2 jours sur l'évaluation des programmes et des projets à Djibouti. Nous l'écoutons. Le gros des travaux commence ce matin grâce à cet atelier qui va se dérouler pendant 2 jours avec Madame Pernell qui est venue donc du Canada. Et comme je suis le parrain de cette association, donc il était de mon devoir d'être là ce matin pour le démarrage de cet atelier. Comme vous le savez, donc le ministère avec lequel on va démarrer ont été donc le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Agriculture avec le département de la sécurité alimentaire. Cet atelier donc va durer 2 jours. Il y aura un 3e jour de restitution, je crois c'est le 10. Madame Pernell est là pour donc partager avec nous déjà son expérience, parce qu'elle était membre de l'association, elle était professeure, chercheur, donc elle connaît les différentes facettes de l'évaluation. Sport à présent, la gendarmerie nationale a célébré autour d'un déjeuner donc de cohésion offert par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale à la Corniche, la victoire de son équipe de football qui a remporté, rappelons-le, le 6 octobre dernier, la Supercoupe avec un score sans appel de 7-0 à l'issue d'un match exceptionnel contre l'équipe de l'Assas Djibouti Télécom. À cette cérémonie présidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Badon, en prit part également le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, plusieurs cadres de la Fédération djiboutienne de football ainsi que de nombreux invités de marque. Et après les réjouissances, cette manifestation s'est terminée par la remise des galons à tous les joueurs de l'équipe de la gendarmerie nationale qui se sont vus promus au grade supérieur. Cette manifestation s'est terminée donc par la remise des galons à tous les joueurs de l'équipe de la gendarmerie nationale qui se sont vus promus au grade supérieur. Le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a pris la parole a lui féliciter donc l'équipe de la gendarmerie pour cette victoire éclatante et relever le soutien considérable du colonel Zakaria Hassan Aden qui n'a ménagé aucun effort pour permettre à son équipe de s'entraîner et d'évoluer dans des conditions les plus optimales. C'est dans une ambiance festive que cette réception organisée en l'honneur de l'équipe de football s'est déroulée avec une animation musicale assurée par les artistes les plus en vue dans notre pays. Dans ce genre d'occasion, normalement, il n'est pas prévu de faire des discours. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour célébrer ensemble la belle victoire de la gendarmerie nationale le vendredi dernier à Tadjoura. Toutes nos félicitations à cette équipe qui a démontré depuis la finale de la Coupe de Djibouti qu'elle avait les potentialités, les qualités pour remporter cette belle victoire.
Et de son côté, le colonel Zakaria Hassan Aden, tout en adressant ses félicitations aux joueurs, aux présidents et aux membres du staff technique qui ont abattu un travail considérable, a salué donc la combativité et la détermination des joueurs dans cet engagement qui les opposait à l'équipe de la SAS Djibouti Télécom, championne en titre. Il a exhorté donc ses joueurs à maintenir ce cap qui honore toute l'institution en redoublant d'efforts et de combativité pour rester au sommet. On écoute le chef d'état-major. Excellence, l'équipe de la gendarmerie n'était pas partie favorite pour le match qui l'opposait à l'équipe d'Ali Sabier, car elle était détentrice de 5 titres de champion consécutifs. Et je pense aussi qu'elle était détentrice de la dernière Supercoupe. Donc le match qui a été l'engagement de nos gendarmes, c'est-à-dire de nos footballeurs, au cours de ce match, m'a surpris, tant il y avait une volonté affichée, voulue, pour que cette Supercoupe soit gagnée par l'équipe de la gendarmerie. Et je voulais vous féliciter pour la prouesse que vous avez fait au cours de ce match. Organisateurs de cette compétition, je remercie pour cela le secrétaire d'État à la jeunesse sport, M. Hassan, qui n'a pas pu être avec nous parce qu'il se trouve actuellement à Obok et qui a dépêché son secrétaire général pour qu'il puisse participer à cette cérémonie avec nous. Et pour sa part, donc, le ministre de la Défense, Ali Hassan Badoun, a pour sa part donc tenu à féliciter le staff et les joueurs de l'équipe de la gendarmerie pour leurs prestations exceptionnelles. Il n'a pas manqué d'encourager les joueurs pour maintenir et relever davantage leur niveau de jeu. On écoute le ministre. J'ai tenu à dire 2 mots ici. Je ne fais pas un discours. Le secrétaire général et le colonel ont parfaitement présenté les choses. Je voulais juste dire félicitations à cette équipe qui est gagnante. Et surtout de leur demander de maintenir le cap, parce que gagner c'est bien, mais rester au top c'est difficile, donc c'est un challenge et je sais que vous allez relever ce challenge. Je pense également que vous avez la motivation nécessaire pour montrer que vous êtes une équipe jeune, montante et qui a tout son avenir devant elle. Je pense également que vous méritez le soutien de tous. Et l'état-major et le ministère ne manqueront pas de vous soutenir et de vous appuyer pour que ce soit un succès permanent. Je réitère également mes félicitations à l'encadrement, à commencer par les entraîneurs, l'équipe d'entraîneurs et d'encadreurs. Je crois que c'est un travail collectif et tout travail collectif bien mené donne des résultats. Et c'est encore plus valorisant qu'il s'agit de 2 coupes que vous importez, la coupe du 27 juin et la Supercoupe d'affilée, et surtout que vous avez eu en face une équipe qui n'est pas la dernière des équipes, une équipe qui a eu beaucoup d'expérience, beaucoup de succès. Donc encore une fois, félicitations et je vous souhaite un très bon succès dans le long terme. Merci. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Nous vous le disions en titre, la Turquie lance une opération militaire à Idlib en Syrie. Le président turc Ali, donc vous allons nous en parler dans quelques instants, le président turc, rappelons-le, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que le rebelle syrien soutenu par Ankara avait lancé une nouvelle opération dans la province septentrionale d'Idlib, contrôlée en grande partie par les djihadistes de l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie. Ali. Eh bien, Ahmad, l'objectif de l'opération lancée par les rebelles syriens soutenus par la Turquie est de mettre donc en place dans la province d'Idlib la plus grande des 4 zones de désescalade établies en Syrie conformément aux accords d'Astana parrainés par la Russie, la Turquie et l'Iran. Mais pour y parvenir, il faut qu'au préalable donc réduire l'influence de l'ex-branche d'Al-Qaïda en Syrie qui contrôle une large partie dans la province, y compris son chef-lieu. C'est dans ce cadre donc que s'inscrit l'opération annoncée par le président turc Ahmad.
Mais quelles sont concrètement, Ali, les dispositions mises en place par les Turcs dans ce cas de figure? Pour être clair, l'armée turque s'est employée ces 3 derniers jours à démontrer donc une partie de la clôture frontalière, une partie de la clôture frontalière pour permettre le passage des véhicules militaires. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 750 rebelles syriens sont entrés en Syrie en provenance du territoire turc. Des convois de combattants de boucliers de l'Euphrate, une coalition du proche d'Ankara ont été aperçus, donc se dirigeant vers Idlib. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a précisé que l'armée turque n'était pas encore entrée dans la province syrienne et a évoqué un appui aérien russe dans cette opération. Merci Ali pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à notre chaîne et très bonne suite de programme.